je voyage beaucoup. Sans entrer dans les détails de ma vie ou de ma carrière, je dirais simplement que mon travail m'amène à parcourir le monde. J'ai mis les pieds sur presque tous les continents, à l'exception peut-être de l'Antarctique, et le nombre de pays que je n'ai pas encore visités diminue rapidement chaque année. C'est une expérience absolument incroyable, car j'ai pu découvrir et participer à tant de coutumes, de cultures et de modes de vie différents. Et il y a une chose que j'adore faire à chaque fois: acheter un souvenir à rapporter chez moi, un petit objet marquant ma première visite dans un nouveau pays, que je peux sortir de l'étagère et regarder lorsque la nostalgie me gagne. Cela peut être n'importe quoi: une figurine décorative, un verre, ou encore un livre. Et c'est justement là que commence la raison pour laquelle j'écris ici. Il y a quelques mois, on m'a envoyé en Algérie pour superviser un accord commercial dans lequel un client était impliqué. Les négociations principales étant terminées, et après avoir passé quelques jours à explorer la capitale, Alger, j'ai décidé de faire une dernière promenade dans l'un des nombreux bazars que j'avais pris l'habitude d'arpenter pendant mon temps libre, la veille de mon vol retour pour les États-Unis. J'avais déjà en tête de trouver un petit souvenir à acheter, alors je déambulais entre les étals de fruits et autres denrées, à la recherche de quelque chose d'intéressant. Et c'est alors que je suis passé devant une table vendant tout un tas d'objets hétéroclites que je l'ai vu. C'était un vieux journal relié en cuir, solidement fermé par ce qui ressemblait à une sorte de sangle. Le cuir semblait extrêmement usé, comme s'il avait cuit pendant des décennies sous le soleil brûlant du désert, et les bords des pages, jaunis par le temps, trahissèrent son âge. Intrigué, j'ai pointé l'objet du doigt et demandé au vendeur d'où il venait. Assez curieusement, il a semblé hésitant à me dire où et quand il l'avait trouvé. Il s'est contenté de dire qu'il l'avait découvert au cours de ses voyages. Ma curiosité étant désormais à son comble en raison de ce mystère, je lui ai demandé le prix. À peine l'avait-il énoncé que je lui mettais déjà l'argent dans la main. C'était presque donné. Pourtant, je dois avouer qu'un détail m'a troublé, pour le moins. Alors que je m'éloignais rapidement en direction de mon hôtel, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Et j'ai vu l'homme me regarder partir, avec une expression étrange, presque intense, sur le visage. Cette nuit-là, mes valises prêtes et allongées sur le lit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Après plusieurs heures à essayer en vain de sombrer, j'ai fini par abandonner, et cherchant à passer le temps, j'ai saisi le journal, défait la sangle et ouvert à la première page. À ma grande surprise, les entrées étaient rédigées en anglais. Le journal appartenait à un explorateur et aventurier britannique, dont le nom, selon l'inscription au revers de la couverture, était Liam Wentworth. Les dates allaient de la fin des années 1940 au début des années 1950, et j'ai lu chaque page avec une attention captivée, des images extraordinaires envahissant mon esprit alors que Liam me racontait ses expéditions, de l'Europe continentale à l'Afrique. Je ne pouvais m'empêcher de sourire, en me laissant entraîner par l'enthousiasme communicatif de son récit, me sentant happé dans le passé, au point de presque souhaiter pouvoir le rejoindre à travers le temps. Jusqu'à ce que je commence à lire le récit de sa dernière expédition. Dès la première entrée, j'ai senti que quelque chose clochait dans ce voyage en particulier. Les mots de l'homme me transmettaient une sensation d'inconfort inexplicable. Et plus je lisais, plus toute excitation ou émerveillement s'évanouissait, emporté comme par une crue. Le malaise initial fit place à une tension sourde, puis à une étrange paranoïa, et enfin, aussi difficile que cela soit à admettre, à la peur. Une peur viscérale, une angoisse existentielle comme je n'en avais jamais ressenti, qui me hérissait les poils des bras et, même dans la sécurité apparente de ma chambre d'hôtel, m'a poussé à allumer toutes les lampes, chassant la moindre ombre dans les coins. Surtout parce que les dernières pages du journal sont tachées d'un liquide séché depuis longtemps qui, mon Dieu, j'espère encore que ce n'est pas ce que je crois. Et lorsque mon avion a décollé de Ouari Boumedienne le lendemain matin, mon hublot me donnant une vue claire sur le désert algérien s'étendant à perte de vue, un frisson m'a parcouru. Pendant des mois, je ne savais pas quoi faire. J'ai envisagé d'apporter le journal à un historien ou à un musée pour en vérifier l'authenticité, mais j'ai peur qu'on le balaie d'un revers de main comme un canular,
ou une simple contrefaçon. Les rares amis et connaissances à qui j'en ai montré un extrait ont tous eu la même réaction. C'est forcément une mise en scène. Juste un truc fait pour effrayer l'acheteur. Pire encore, j'ai fait certains des cauchemars les plus horribles de ma vie, des rêves atroces qui me réveillent en couvert de sueur, encore aujourd'hui, des mois après. Finalement, après avoir découvert ce site, et plus précisément cette section en particulier, j'ai l'intuition que c'est ici que je dois partager ce que j'ai trouvé. Vous trouverez ci-dessous, retranscrites mot pour mot, toutes les entrées pertinentes de la dernière expédition de Liam. Je devrais peut-être les diviser en deux parties, à cause de leur longueur. Dites-moi ce que vous en pensez après lecture. Et si jamais une seule bribe de vérité se cache dans ce qui est écrit ici, aussi préjudiciable que cela puisse être pour mon travail, je pense que je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette partie du monde. Lundi 23 juin 1952. Après 4 mois de repos, une nouvelle aventure s'annonce. Il y a 15 jours, j'ai reçu un appel chez moi d'un riche Américain, un magnate des affaires du nom de Tally. Apparemment, M. Danvers avait vanté mes qualifications et l'aide précieuse que je lui avais apportée lors de son expédition en Mauritanie, au cours d'un déjeuner avec ce Tally, et lorsque ce dernier lui a parlé de son souhait d'entreprendre une entreprise similaire dans le pays voisin, l'Algérie, il m'a aussitôt recommandé. J'étais déjà intrigué lorsqu'il m'a expliqué ses intentions, mais lorsqu'il m'a annoncé la rémunération prévue, j'ai accepté sans tarder. La somme proposée est d'un niveau que peu d'acteurs de cinéma atteignent. C'est en fait le triple de ce que, dit-on, Diana Dors a récemment touché pour son rôle dans The Last Page. Et avec la santé de ma chère sœur toujours aussi instable, ce serait pure folie de ma part de refuser. Ainsi, après bien des préparatifs et quelques vols de correspondance depuis Londres, me voilà désormais à Alger, où le reste de notre groupe s'est rassemblé. J'ai rencontré Tally à la sortie de l'aéroport, un homme grand, sec, aux cheveux noirs clairsemés, qui m'a tout de suite donné l'impression d'être peu expérimenté en matière d'expédition. Cela m'a mis un peu mal à l'aise, pour être franc. Trop de groupes ont connu une fin tragique à cause de mécènes semblables. Pourtant, lorsque j'ai été conduit dans un café voisin pour faire la connaissance du reste de l'équipe, je me suis senti quelque peu rassuré en voyant les visages qui nous attendaient. 3 des 9 membres de l'expédition sont des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Soren, un géant danois à la carrure impressionnante. Richter, un Allemand silencieux mais intimidant. Et Moretti, dont l'attitude fanfaronne masque parfois les talents remarquables de meneur. 3 autres, en dehors de moi-même et de Tally, me sont familiers de nom. Blake est l'archéologue du groupe, une compatriote britannique à la chevelure brune et aux traits séduisants, qui aurait davantage sa place sur un écran de cinéma que dans le désert. Corinne est notre médecin, un type marqué par des cicatrices faciales acquises pendant la guerre. Et Samir est l'un de nos 2 guides, un homme dont les cheveux et la barbe en bataille détonnent avec l'intelligence manifeste que je perçois dans son regard. Le dernier membre du groupe est notre second guide, un jeune homme presque émacié, à peine âgé de 20 ans. On m'a dit qu'il s'appelait Tarek. Il ne parla pas durant les présentations. Il se contenta de hocher la tête. Il dégage une aura étrange qui me met mal à l'aise. Pourtant, selon Talley et Moretti, il est indispensable à la réussite de notre mission. C'est alors que la discussion s'est tournée vers notre véritable objectif. À voix basse, Tally se pencha vers nous et nous raconta une histoire qu'il avait découverte au cours de ses affaires dans la région. Il m'avait déjà vaguement parlé au téléphone d'un fabuleux trésor perdu dans le désert. Mais à mesure qu'il développait son récit, ma mâchoire s'ouvrait d'étonnement. Selon certains témoignages, il y a une quinzaine d'années, un groupe de soldats de la Légion étrangère française, en quête d'un refuge sûr, aurait découvert une forteresse creusée dans une vaste chaîne de montagnes. La structure, vieille de plusieurs siècles, avait été abandonnée. Après avoir trouvé une pompe reliée à une source d'eau souterraine, les soldats y auraient établi un camp de base, avec radio et arsenal. Ils sont restés en contact avec leur commandement pendant environ 5 mois, envoyant des rapports réguliers et demandant des ravitaillements. Puis, au 6e mois, silence total. Peu importait le nombre d'appels radio lancés, personne ne répondait.
Un groupe de renforts fut envoyé pour enquêter, mais il disparut dans le désert, lui aussi. Finalement, tous furent déclarés portés disparus au combat. Ce ne serait pas la première fois que des soldats périssent sous les balles ou les lames des populations locales. Craignant de nouvelles pertes, la forteresse fut déclarée zone hostile, et tout accès y fut interdit. Avec le temps et l'éclatement de la guerre, l'emplacement du fort et les rapports à son sujet furent perdus, d'autant plus qu'il semblerait que quelqu'un de haut placé l'ait fait effacer des cartes et des archives officielles. Mais, d'une manière ou d'une autre, Tali, après avoir entendu ces histoires, utilisa ses contacts pour obtenir l'une des seules cartes restantes indiquant son emplacement. Lorsqu'il acheva son récit, je haussai un sourcil et lui demandai quel était le lien avec ce qui m'avait attiré ici. L'histoire d'un immense trésor perdu. Un sourire presque enfantin se dessina sur le visage de Talay. « Tu n'as pas encore entendu le meilleur, mon cher. » Et c'est là que tout s'éclaira. Selon un rapport radio du commandant du fort, ils auraient découvert, dans les entrailles du lieu, une pièce qui, une fois ouverte, révélait une quantité ahurissante de bijoux, de pièces d'or et autres trésors. La valeur exacte n'a jamais été estimée, mais puisque la majorité du trésor remontait à l'époque de l'Empire ottoman, il devait s'agir d'une somme colossale. À ce stade, notre mécène avait capté toute notre attention, et nous rêvions déjà de voir nos noms gravés dans les annales de l'histoire. C'est alors que Talay nous révéla le point le plus important de cette expédition. Si nous localisons le fort, et que le trésor n'est qu'un mythe, ou si nous échouons à le trouver, vous serez tous payés la somme convenue. Commença-t-il, les yeux brillants. Mais si nous le trouvons, chacun d'entre vous recevra une part égale du trésor, en plus de voir son nom à jamais inscrit comme l'un des découvreurs. Dire qu'on aurait pu entendre une mouche voler serait encore en dessous de la vérité. Un silence de plomb s'abattit sur nous. J'ai été le premier à ouvrir la bouche. « Oui, par tous les diables, oui !» Et comme si mes mots avaient été un déclencheur, chacun des autres donna son accord à son tour. Tali rayonnait. Il savait qu'il nous avait ferrés et il s'en délectait. Il nous annonça que nous prendrions l'avion pour Insalar dès le lendemain. De là, nous poursuivrions notre route dans le désert à bord de Land Rovers. Sur ces mots, il nous souhaita bonne nuit et repartit avec Moretti à leur hôtel. Après quelques verres, le reste du groupe se dispersa également. Et me voici maintenant, assis face à la fenêtre, ma plume à la main, contemplant la lune qui monte dans le ciel. Je suis fou de joie. L'idée de devenir plus riche que dans mes rêves les plus fous, de pouvoir payer tous les soins et traitements de ma sœur, sans parler de mes propres envies et caprices, c'est grisant. Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'éprouver une inquiétude sourde en repensant à ce que j'ai entendu. Le fait que 2 groupes entiers de soldats aient tout simplement disparu, sans laisser de traces, me laisse songeur. Même si j'essaie de chasser cette pensée, un mince filet d'angoisse grimpe en moi. Je m'imagine ces hommes terrés dans la nuit, leurs fusils pointés dans le noir, alors que quelque chose s'approche d'eux. Mais voyons, tout ce qui a pu leur arriver s'est produit il y a bien longtemps. Ceux qui leur ont fait du mal, s'il y en avait, ont dû disparaître depuis. Ce qui signifie que nous devrions être parfaitement en sécurité. Je m'inquiète sans doute trop. Mardi 24 juin 1952. J'écris cette entrée à la lueur du feu, assis à côté de ma tante. C'est la seule chose qui repousse l'obscurité presque impénétrable qui rôde à la lisière des braises vacillantes. Tôt ce matin, juste avant le lever du soleil, notre équipe a embarqué à bord d'un avion affrété, qui nous a conduits vers le sud, jusqu'à Insalar. Là, nous avons trouvé 2 Land Rovers, leur peinture encore brillante, tout juste sorties de la chaîne de production de Solihull. Elles avaient été commandées spécialement par Tali pour ce voyage. Les provisions et suffisamment de carburant pour 2 semaines ont été chargées à bord. Et, après nous être entassés dans l'espace restant, nous avons pris la direction de l'ouest, suivant la route qui passait par des villes aux noms tels que Ingar et Aoulef. Enfin, nous avons traversé Regan, et après un dernier regard en arrière vers la civilisation, nous avons quitté la route pour pénétrer dans le désert. Dire que la chaleur intense rivalisait avec les flammes de l'enfer ne serait pas une exagération. Le soleil frappait nos véhicules sans pitié,
les transformant en véritables saunas, et comme nous tentions d'économiser notre réserve d'eau, nous avons tous commencé à ressentir les premiers signes d'épuisement thermique. Après un arrêt rapide pour étancher notre soif, suivi d'un déjeuner salvateur, nous avons repris la route, alors que le soleil descendait lentement dans le ciel. Comme je voyageais avec Talay, j'ai profité de l'occasion pour l'interroger à propos de Tarek. Cet homme continue de me mettre mal à l'aise, et je voulais savoir pourquoi il était si essentiel à notre expédition. Après tout, lui ai-je demandé, Samir ne suffirait-il pas comme guide? C'est alors qu'il m'a révélé le secret entourant ce jeune homme. Tarek fait partie des rares personnes encore vivantes à avoir vu la forteresse de ses propres yeux. Ou du moins, c'est ce qu'il prétend. Il aurait raconté à Talay qu'enfant, alors qu'il traversait le désert avec son père et son grand-père, il aurait aperçu à l'horizon, juché au sommet d'une chaîne montagneuse comme une sentinelle, cette imposante structure. Ses deux aînés l'avaient mis en garde, lui disant qu'il s'agissait d'un lieu maudit. Un ramassis de superstitions locales, A lâché Tali en agitant la main comme pour chasser ses paroles. Pour ma part, je ne crois pas non plus à ce genre d'histoire. Et pourtant, je n'ai pas pu retenir le frisson qui m'a parcouru l'échine. Tout cela me semble trop opportun, trop proche du sentiment de malaise qui m'a envahi hier soir. Une autre pensée m'a traversé l'esprit, et repoussant mes émotions, je lui ai demandé s'il n'était pas sûr de la véracité des propos de Tarek, comment il pouvait être certain que celui-ci ne nous attirait pas dans le désert avec de sinistres intentions. Avec un clin d'œil presque imperceptible, il a relevé sa chemise, révélant un pistolet dissimulé dans un étui. Il m'a informé que plusieurs membres de l'expédition étaient également armés et qu'un fusil de chasse avec ses munitions faisait partie de notre équipement. Liam, mon garçon, détends-toi. J'ai tout prévu. Nous serons prêts, que ce soit les locaux ou nos guides qui réservent une surprise. Profite du voyage, en attendant. Je prie pour que sa confiance ne soit pas mal placée. Nous sommes bien loin de toute aide, si jamais les choses tournent mal. Et ce n'est pas tout. Je suis le seul membre du groupe encore éveillé. Tous les autres se sont retirés sous leur tente, ou dans le cas de Tarek et Samir, se sont endormis dans les Land Rovers. Les seuls sons que j'entends sont le crépitement du feu et le sifflement doux, presque mélancolique du vent dans l'obscurité. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de me sentir observé. Même si nous sommes assurément les seuls êtres humains à des kilomètres à la ronde, j'ai l'impression que des yeux nous surveillent, qu'ils me fixent. C'est une sensation profondément dérangeante qui me pousse à repenser au sort des soldats français. Toutes les quelques lignes que j'écris, je jette un regard dans le noir, presque convaincu que je verrai une paire d'yeux me dévisager depuis les ténèbres. Même si je n'en ai pas envie, je dois rejoindre ma tante. L'aube arrivera bientôt, et nous aurons besoin de toutes nos forces pour les jours à venir. Jeudi 26 juin 1952. Après un deuxième jour de route en ligne droite, en suivant la carte et les directions que Samir nous dit tenir de Tarek, qui, rappelons-le, ne parle pas un mot d'anglais, nous semblons enfin être arrivés au pied d'une chaîne de montagnes. Selon Tarek, il s'agirait des montagnes en question, et nous ne serions plus qu'à une journée du but. Je lève les yeux vers les falaises imposantes qui nous surplombent. Je ne suis pas bon pour ce genre d'estimation, mais je ne serais pas surpris si leur sommet culminait à plusieurs centaines de pieds au-dessus de nous. Si la forteresse existe, comment sommes-nous censés l'atteindre depuis le sol? Autant de questions qui devront trouver réponse très bientôt. Pour l'instant, je vais m'asseoir avec les autres, dîner et me reposer. Si tout cela est vrai, demain sera le jour. Vendredi 27 juin 1952, elle existe. Même en écrivant ces mots, j'ai l'impression que je vais me réveiller d'un rêve à tout instant. Et pourtant, elle est là, juste devant mes yeux, cette maudite chose. Tarek disait la vérité. Et elle est exactement comme Tali l'avait entendu décrire. La structure est parfaitement nichée au sommet, ou plutôt au creux, des montagnes, comme si quelque architecte ou soldat ottoman l'avait placée là, avec une vision stratégique remarquable. La forteresse offre une vue imprenable sur le désert où nous nous tenons, et elle est suffisamment en retrait pour que le relief environnant agisse comme un rempart naturel. C'est le parfait goulot d'étranglement.
Même Churchill en aurait été impressionné. D'après Blake, le style et l'architecture sont bel et bien caractéristiques de l'Empire ottoman, d'inspiration arabe ou nord-africaine. Les 3 tourelles frontales s'élèvent, imposantes, au-dessus du reste du complexe. Leurs fenêtres sont sombres, muettes, impénétrables. Étonnamment, et heureusement aussi, nous n'aurons pas besoin de grimper à mains nues. Tarek nous a montré un escalier taillé à même la roche. Il est assez raide, certes, mais bien préférable à toute autre alternative. Étant donné l'heure tardive, nous allons établir notre campement ici, au pied de la montagne. Demain matin, nous empaqueterons nos affaires et nous gravirons ces marches jusqu'à la forteresse. Je dois enfin avouer que le malaise que j'ai ressenti dans le désert, 2 nuits auparavant, ne m'a pas quitté. En réalité, il semble même plus fort. Mais avec l'excitation générale qui s'est emparée du groupe, je refuse de gâcher l'ambiance. Je relègue ce sentiment au fond de mon esprit. Demain, nous ferons un pas vers l'histoire, et peut-être vers la fortune. Samedi 28 juin 1952. J'écris ces lignes depuis la cour centrale de la forteresse elle-même. J'avais vu juste, la montée était raide, mais mis à part quelques éraflures ici et là, et un doigt en sang pour Soren, nous avons atteint le sommet sans encombre. De là, nous avons trouvé un sentier déjà tracé, bien qu'en partie dissimulé par les sables balayés sans cesse par le vent. Un vieux garde-fou en bois, fissuré, longeait le bord de la falaise et nous indiquait le chemin. Après une marche d'environ un quart d'heure, nous sommes arrivés devant un portail qui marquait la limite extérieure du complexe. Il était surmonté de fils barbelés et un battant entrouvert nous attendait. Richter, estimant qu'il valait mieux refermer derrière nous, est entré dans un poste de garde voisin et a abaissé une barrière, histoire de nous protéger d'éventuelles intrusions dans notre dos. Ensemble, nous avons progressé sur un sentier escarpé qui menait jusqu'à l'entrée de la forteresse. Là, devant les grandes portes, nous avons découvert une relique de la Première Guerre mondiale. Un char FT français, vide, à moitié enseveli dans le sable. Sa tourelle était tournée vers l'arrière, dans la direction d'où nous étions venus. Je me suis demandé à la fois comment on avait pu le hisser jusqu'ici, et à quoi il avait pu servir. Après un dernier regard vers l'engin, nous avons poussé l'un des 2 gigantesques battants de bois et sommes entrés dans la forteresse. Nous nous sommes retrouvés dans une vaste cour intérieure qui s'étendait devant nous et sur les côtés. À droite, ce qui ressemblait à une cour plus petite, décorée de quelques buissons et palmiers dattiers. En m'y aventurant, j'ai découvert tout au fond une fontaine équipée d'une vieille pompe rouillée dans un coin. Prudemment, j'ai tendu la main, recueilli un peu d'eau et l'ai portée à mes lèvres. Elle avait un goût légèrement stagnant mais restait potable. J'ai actionné la pompe. Elle délivrait encore de l'eau fraîche. En me retournant, j'ai vu Moretti à mes côtés. Il sourit. Un jardin d'eau. Eh bien, voilà qui règle nos soucis d'approvisionnement. Il doit y avoir un lac ou une rivière souterraine sous nos pieds. J'ai acquiescé. Et après un dernier regard à ce petit havre de paix, nous sommes retournés auprès des autres. Après leur avoir raconté notre découverte, nous avons déposé nos affaires et commencé à explorer les lieux ensemble. Outre le jardin d'eau, il y avait 2 grands bâtiments dans la forteresse. Le plus imposant portait, selon un panneau en bois vermoulu suspendu à l'entrée, l'indication quartier de vie, tandis que le second, plus enfoncé, était l'arsenal. Après un court débat, nous avons choisi de visiter le bâtiment principal en premier. L'intérieur montrait que la nature avait repris ses droits. Des poutres effondrées, du sable accumulé en monticules, des passages à contourner à travers les gravats. Le reste des quartiers était dans le même état, meubles épars, coussins, tapis, et de nombreuses bougies et lampes suspendues aux poutres que nous avons allumées à mesure de notre progression. Nous avons trouvé la salle radio. Là, une gêne profonde m'a traversé. Tout avait été vandalisé. La radio et le télégraphe avaient été détruits. Il était évident que quelqu'un avait voulu empêcher toute communication. Ce qui a rendu la scène encore plus dérangeante, ce sont les signes évidents de lutte, présents dans tout le bâtiment. Certains membres du groupe n'y ont pas prêté attention, mais Soren, Richter et moi, les 3 à avoir connu la guerre,
Nous avons vu ce que les autres ont manqué. Des chaises renversées, des couvertures froissées, du verre et du bois brisé. Tout cela racontait une histoire qui a fait ressurgir une sensation d'angoisse dans mon esprit. Pire encore, cette impression d'être observé atteignait un paroxysme fiévreux. Tandis que nous avancions, je tournais la tête dans tous les sens comme un hibou, jetant un œil non seulement dans les ombres, mais aussi vers les chevrons. À un moment, alors que je fermais la marche, j'ai cru sentir des doigts frôler la nuque. Mon cœur s'est emballé, ma respiration est devenue haletante, et je me suis figé sur place. Envahi par une terreur pure, je me suis retourné d'un coup. Il n'y avait personne. Seuls les craquements du bois et le sifflement du vent me répondaient. Ne voulant pas rester seul, je me suis hâté de rejoindre les autres. À la sortie des quartiers, le jour baissant rapidement, nous avons jeté un rapide coup d'œil à l'arsenal. Et là, nous avons découvert une scène macabre. Dans la prison du fort, nous avons trouvé les restes d'un homme portant encore l'uniforme de la Légion étrangère. Son cadavre gisait recroquevillé dans un coin de la cellule, loin des barreaux. Plus étrange encore, Samir a remarqué qu'il s'était enfermé lui-même. Un trousseau de clés reposait tout près de sa main desséchée. D'après ce que nous avons pu observer, il n'était pas mort de blessure. Moretti a supposé qu'il avait probablement succombé à la faim ou à la soif. Nous avons ensuite regagné la cour et installé notre camp dans le jardin d'eau. Pour cela, je rends grâce. Même si les quartiers offrent une meilleure protection contre les éléments, je serais incapable de fermer l'œil là-dedans. Ce que nous avons vu aujourd'hui me laisse profondément nerveux, et je prie le Seigneur pour que ces images s'estompent avec le temps. Et toujours, cette impression d'être épié, plus forte que jamais, comme si ce qui nous observe était juste au-dessus, penché sur nous. Je me demande si cela a un lien avec le cadavre dans la prison. Après tout, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à choisir une lente agonie, plutôt que d'affronter ça? J'espère ne jamais le découvrir, ni savoir ce qu'il est advenu des autres soldats disparus. J'espère que nous trouverons ce trésor légendaire rapidement et que nous pourrons fuir cet endroit. Aussi passionné que je sois par l'aventure, je donnerai cher pour être à nouveau dans ma chambre à Maidenhead. Lundi 30 juin 1952. 2 jours se sont écoulés depuis ma dernière entrée. Nous avons poursuivi nos recherches pour retrouver la moindre trace du trésor, mais en vain. Pas la moindre preuve de son existence dans toute la forteresse. Je commence à penser qu'il n'a peut-être jamais existé. Tali essaie de maintenir le moral de tous, mais je sens qu'il s'épuise, comme nous tous. Cette oppression constante, qui pesait sur moi comme un nœud coulant invisible, semble s'être étendue à toute l'expédition. Je le vois sur leur visage. L'inquiétude a redoublé lorsque nous avons trouvé de nouveaux signes de lutte. Des griffures de doigts incrustées dans les murs, comme si quelqu'un avait été traîné de force, des douilles de balles usées et bien d'autres indices. Je surprends les autres à se retourner brusquement, comme s'ils sentaient une présence derrière eux. J'ai surpris Samir, Tarek et Corin regroupés, chuchotant à voix basse. Lorsque je me suis approché et que j'ai entendu le mot « partir », ils se sont redressés d'un coup, m'ont lancé un regard étrange, puis se sont éloignés rapidement. Je remarque aussi que Blake reste proche de moi, presque en permanence. Elle affirme que c'est parce qu'elle se sent plus en sécurité avec un compatriote britannique. Mais je sais qu'il y a une autre raison, plus profonde, qu'elle n'ose pas avouer. Pendant la guerre, mon sergent disait souvent que la paranoïa est ce qui ronge le plus vite les hommes. Je crois qu'il avait raison. Mardi 1er juillet 1952. Nous sommes piégés. Au cours de la nuit, je me suis réveillé en sursaut en entendant un bruit de fracas assourdissant. Mais dans l'obscurité, j'étais incapable d'en identifier la source. Lorsque le jour s'est levé, nous avons entrepris de redescendre vers les marches menant au Land Rover. C'est là que nous avons découvert qu'au cours de la nuit, une grande section de l'escalier s'était effondrée. Qu'il s'agisse d'une fissure dans la roche ayant provoqué un éboulement ou autre chose, peu importe. Le résultat est le même. L'écart est trop large pour qu'on puisse espérer sauter en bas en toute sécurité. Plus de 60 mètres de vide. Et sans corde, la descente est impossible. Nous sommes coincés à des dizaines de mètres au-dessus du désert, sans aucune trace de vie alentour. Heureusement, Tarek nous a informés,
par l'intermédiaire de Samir, qu'il se souvenait enfant avoir vu un autre chemin, plus loin le long de la crête. Après une rapide délibération, il a été décidé que Samir et Richter partiraient à sa recherche. Nous avons finalement sorti les armes de nos réserves, et chacun d'eux a reçu un pistolet, un petit stock de munitions supplémentaires, ainsi que 2 lampes torches. Ils ont dit qu'ils essaieraient de revenir à la tombée de la nuit, s'ils ne trouvaient rien. Le crépuscule est là, et ils ne sont pas revenus. Je m'inquiète. Ils ont peut-être glissé et fait une chute mortelle. Ou pire encore, ils ont trouvé un chemin, et nous ont abandonnés. Même si j'ai déjà travaillé avec Richter, et entendu beaucoup de bien sur Samir, dans une situation comme celle-ci, même les hommes les plus raisonnables peuvent mal agir. Attendez. Je crois, je viens d'entendre quelque chose. Le silence est retombé sur la forteresse. Mais pendant une seconde, alors que le vent s'était tu, je jurerais avoir perçu un bruit sec au loin. 2, 3 fois, puis plus rien. Mais cela semblait trop léger pour être des coups de feu. Ça ne peut pas être ça. J'espère qu'ils reviendront vite. Mercredi 2 juillet 1952. Samir et Richter ne sont jamais revenus. À l'aube, je me suis porté volontaire pour aller chercher une trace d'eux. Blake a demandé à m'accompagner, tout comme Corinne, qui a insisté sur le fait que s'ils étaient blessés, ses compétences médicales seraient nécessaires. Après avoir rassemblé la trousse de secours, nous nous préparions à partir lorsque Moretti nous a arrêtés. « Je veux que vous preniez ça », a-t-il dit. Il a fouillé dans un sac de ravitaillement et en a sorti un fusil à pompe, que j'ai immédiatement reconnu comme un Winchester modèle 1897. Il me l'a tendu, puis a sorti une boîte de cartouches qu'il a remise à Blake, laquelle les a rangées dans son sac. « Soyez prudent. Que Dieu vous accompagne. » J'ai hoché la tête, serrant l'arme à 2 mains, et nous sommes sortis tous les 3 de la forteresse. Après avoir repéré 2 séries d'empreintes, nous nous sommes engagés sur leur piste. Aucun de nous n'a parlé. Nous avancions, contournant parfois des rochers ou empruntant des sentiers aussi étroits que dangereux, espérant atteindre nos compagnons, nos amis. Mais au fil de notre progression, à mesure que les empreintes semblaient s'étirer sans fin, je commençais à ressentir l'étrange impression que nous avions, nous aussi, glissés dans une autre réalité, un endroit où nous resterions coincés à jamais, seuls. C'est alors que nous avons découvert la fin de la piste. Et je ne parle pas d'un point où le chemin mène vers une descente, ou même au bord d'une falaise. Non. Les 2 séries d'empreintes s'arrêtent net, au milieu d'un espace dégagé, dominé par des parois rocheuses en surplomb derrière nous. Ça n'a aucun sens, a murmuré Corin en regardant autour de lui. Où diable ont-ils bien pu aller? Aucune réponse. Mais en me concentrant à nouveau sur les traces, 2 détails m'ont sauté aux yeux, et mon cœur a commencé à battre plus vite. Le premier, les pas, autrefois réguliers et parallèles, deviennent désordonnés et chaotiques, comme si les 2 hommes avaient de soudain tourné en rond, affolés, regardant dans toutes les directions. Le second, un reflet de laiton, presque invisible sous le sable. Je me suis accroupi, j'ai écarté la fine couche déposée par la nuit, et j'ai découvert plusieurs douilles de balles usagées. 3 ou 4, regroupées au même endroit, comme si quelqu'un avait vidé un revolver sur place. J'en ai ramassé une, l'ai fait rouler entre mes doigts. Le soleil l'avait rendue brûlante, mais je pouvais dire immédiatement qu'elle était récente. Une inquiétude sourde a commencé à ronger mes entrailles. Quelque chose s'est passé ici. C'est alors que Blake a poussé un cri étouffé. Je me suis retourné, et je l'ai vu fixer un pan de mur, derrière nous, légèrement sur la gauche. Un pan que nous n'avions pas vu, dissimulé sous un surplomb rocheux. Son visage était devenu livide, et ses yeux ronds comme des soucoupes. D'une main tremblante, elle a levé le doigt en direction de quelque chose, et a soufflé 3 mots, d'une voix brisée. « Mon Dieu !» Une traînée unique de sang s'élevait le long de la paroi rocheuse. Ce n'était pas grand-chose, mais suffisant pour transformer ma peur en terreur pure. En redressant rapidement la tête, je ne pouvais pas voir où elle menait, mais il était évident que son propriétaire avait été traîné vers le haut, et violemment. Instinctivement, je levai le fusil à pompe
mes mains devenant froides et moites. Blake et Corinne se blottirent derrière moi, tandis que nous regardions autour de nous, les yeux fouillant à la fois le surplomb rocheux au-dessus et le sentier plus loin devant. Le seul son que j'entendais était le sifflement du vent. Rien d'autre. Et ce simple fait, à lui seul, me glaçait jusqu'aux os. Ce sifflement. Ce silence. Tout semblait soudain chargé d'une menace latente, comme un prélude à quelque chose d'horrible à venir. Je fis un signe silencieux aux autres pour qu'ils reculent derrière moi, tout en alternant lentement la visée du fusil entre la crête au-dessus et le chemin devant nous. Tentant de ne faire aucun bruit, nous avons commencé à reculer vers la forteresse. Alors que nous battions en retraite, je jurerais avoir entendu un petit bruit de gravier déplacé et vu une brève ombre mouvante au bord de mon champ de vision. Mon cœur battait à tout rompre, et ma bouche était aussi sèche que du coton. Durant la guerre, j'avais déjà vu des choses atroces, des horreurs. J'avais plus d'une fois été certain que j'allais mourir. Mais je le jure sur l'âme de ma sœur, jamais je n'ai ressenti une terreur aussi profonde qu'à cet instant, mes mains tremblant autour du fusil. Malgré l'impression que ce qui avait pris Samir et Richter se trouvait juste hors de notre vue, nous avons réussi à regagner la forteresse sans encombre. Dès que nous fûmes à l'intérieur, je laissai tomber le fusil au sol, et Richter et moi avons trouvé ce qui semblait être la poutre destinée à bloquer les portes d'entrée. Ensemble, nous l'avons soulevé et calé dans les crochets de métal. Pendant ce temps, les autres sortaient en courant du jardin d'eau, nous demandant pourquoi nous les enfermions. Corinne se retourna vers eux, les yeux fous, le visage livide à la lumière déclinante du jour. Parce que Samir et Richter sont morts, putain. Voilà pourquoi. Le juron claqua comme un coup de tonnerre, et je vis la terreur se peindre sur leur visage. Même Tarek, malgré sa faible compréhension de l'anglais, semblait bouleversé. Essayant de garder mon calme, je m'avançai et avec toute la clarté dont j'étais capable, je leur exposai ce que nous avions vu. Tout, chaque détail. Quand je terminai, un silence de mort tomba sur nous. Le seul bruit était celui du vent, qui était passé d'un sifflement à un hurlement lugubre. Le soleil s'effaçait derrière l'horizon, projetant des ombres inquiétantes sur la cour de la forteresse. Personne n'osait parler. La réalité de notre situation venait de nous frapper de plein fouet. C'est alors que j'ai commencé à entendre un gémissement bas. Un instant, je ne savais d'où il venait. Puis je réalisais que c'était Tarek. L'Algérien semblait, si c'était possible, pétrifié à mort. Et au-delà, il avait l'air d'un homme à qui on venait d'annoncer son exécution. Le gémissement devint plus aigu, et soudain, il se mit à balbutier, débitant une série de phrases précipitées, incompréhensibles pour moi. « Mais qu'est-ce qu'il dit » hurla Tali. Moretti, qui connaissait un peu l'arabe, leva la main pour lui intimer le silence, puis s'avança vers Tarek, lui posant une question. L'homme paniqué lui répondit, toujours aussi incohérent. Après un moment, je vis le front de Moretti se plisser. Il posa une autre question. Une autre réponse paniquée. Tali s'impatienta. « Alessandro, que dit-il? Par pitié, dis-le-nous » Moretti resta encore un instant à fixer Tarek, puis se retourna vers nous. « Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il dit que ils sont dans les montagnes. Ils chassent dans les montagnes. Et que c'est pour ça que son père et son grand-père lui avaient dit de ne jamais venir ici. » Soudain, sans avertissement, Tarek se retourna et s'enfuit en courant vers les quartiers de vie. Je vis Moretti faire un pas pour le suivre, mais il s'arrêta net. Nous le regardâmes enfoncer son épaule dans la porte, la pousser, entrer, puis claquer violemment derrière lui. Heureusement, nous n'avons pas entendu de verrou. Après un moment, Tali se retourna vers nous. Il prit une grande inspiration. « Bon, il nous faut un plan. » Ces mots semblèrent nous redonner un peu de courage, et nous avons commencé à discuter rapidement, à voix basse. Il n'était plus question de dormir dehors. À partir de maintenant, nous dormirions dans les quartiers de vie, barricadés à l'intérieur, comme Tarek. Nous avons aussi décidé de tenter de réparer la radio détruite, dans l'espoir d'envoyer un appel à l'aide. Blake, en plus d'être archéologue,
savait réparer du matériel. Une fois le plan en marche, nous avons rassemblé nos affaires depuis les tentes et nous sommes installés à l'intérieur. Et maintenant, nous sommes tous regroupés, tentant de dormir à tour de rôle dans l'un des dortoirs principaux. Blake dort à côté de moi. Je l'entends se retourner nerveusement pendant que j'écris. Corinne en fait autant, quelques lits plus loin. Soren et Moretti patrouillent dans les couloirs du bâtiment avec 2 de nos 4 armes restantes. Tali garde la 3e, et j'ai échangé le fusil à pompe contre un pistolet. C'est bientôt mon tour de patrouille. Je devrais essayer de dormir. Mais je n'y parviens pas. Je redoute mes rêves. J'ai peur d'y voir ce qui est arrivé à Samir et Richter, de les voir traîner vers le haut, vers un destin que je préfère ignorer. Et plus que tout, je redoute que si je ferme les yeux, je les rouvre pour voir quelque chose me regarder, à moitié dissimulé dans les ombres projetées par la lumière blafarde de la lampe au-dessus de nous. Prêt à bondir, à mettre fin à mon existence dans un éclair de douleur et d'horreur. Mon Dieu, sauvez-nous. Jeudi 3 juillet 1952. J'écris aujourd'hui avec, pour la première fois depuis une éternité, une lueur d'espoir. Blake a effectué un premier examen de la radio et du télégraphe, et elle en a conclu que, bien que cela prenne un peu de temps, les dégâts sont réparables. Selon elle, en combinant des fournitures trouvées dans les quartiers de vie et ce que nous avons dans nos sacs, 2 à 3 jours au maximum suffiraient pour remettre les appareils en état. Je peux également rapporter que pendant la garde de Soren et Moretti, ainsi que la mienne, accompagnée de Corinne, nous n'avons vu ni entendu quoi que ce soit, quelle que soit la chose qui rôde dehors. Mais je ne me fais aucune illusion. Je suis convaincu qu'elle est encore là. Toute la nuit, j'ai senti des yeux braqués sur la forteresse, surtout lorsque je passais devant une fenêtre. Plusieurs fois, je me suis arrêté, la tête pivotant rapidement, tentant de percer les ténèbres du regard. Je ne voyais rien, bien sûr, mais à chaque fois, les poils sur mes bras se hérissaient. Je sais que si la nuit s'était écartée un instant, révélant les secrets qu'elle recouvre, j'aurais vu un spectacle à glacer le sang. Une vision macabre au-delà de toute description. Par le passé, j'ai souvent souhaité que Dieu nous ait donné une vision nocturne, comme à certains prédateurs. Aujourd'hui, je le remercie de ne pas l'avoir fait. Nous restons principalement à l'intérieur des quartiers de vie, ne sortant que brièvement pour puiser de l'eau au jardin. Mais même cette tâche est éprouvante, car le jardin touche le mur extérieur du fort. Lorsque ce fut mon tour de remplir les gourdes, ma tête tournait sur mon cou, comme celle d'un hibou, prête à tout instant à détecter une menace. J'étais convaincu que le moindre moment d'inattention suffirait à voir surgir, dans mon champ de vision, la dernière chose que je verrais de ma vie. Heureusement, que ce soit grâce aux matériaux de construction ou à l'emplacement contre la montagne, l'intérieur reste relativement frais, même lorsque le soleil de midi fait vibrer l'air jusqu'à l'horizon. Je dois cependant mentionner une chose. Depuis que Tarek s'est enfermé dans le bâtiment, il refuse de nous aider. Lorsque Moretti lui pose une question, il secoue la tête et répète simplement ce qu'il nous a dit l'autre jour. Qu'ils vivent dans les montagnes, et que c'est pour cela que son père et son grand-père lui avaient interdit de venir ici. Ensuite, il retourne se terrer dans un placard à provisions, n'en sortant que brièvement pour manger ou boire. Autre fait notable, comme nous avions un peu de temps libre, j'en ai profité pour fouiller plus minutieusement les quartiers, inspectant chaque caisse et coffre à la recherche d'objets utiles. La plupart contenaient des fournitures médicales et dans les étages supérieurs, j'ai trouvé 2 vieux canons avec des mèches, de la poudre noire et une demi-douzaine de boulets. Mais plus intéressant encore, j'ai découvert un coffret métallique verrouillé. En brisant l'antique cadenas avec la crosse de mon revolver, j'y ai trouvé 2 pistolets de détresse, chacun chargé d'une fusée unique, sans trace d'autres munitions. Je les ai montrés à Moretti et aux autres, qui ont convenu qu'ils seraient conservés en dernier recours, au cas où nous verrions une forme de vie dans le désert. « Ce sont peut-être eux qui finiront par nous sauver la peau, » a dit Tali. Le soleil est en train de se coucher, et avec le disque rouge sang qui s'enfonce à l'horizon, j'ai l'impression que la sécurité du jour s'évanouit sous mes yeux. Je prie pour que nous survivions à cette nuit. Vendredi 4 juillet 1952. Les hurlements,
J'ai du mal à poser sur le papier l'horreur absolue et la stupeur que je ressens ce matin. Mais je dois le faire, ne serait-ce que pour préserver ce qu'il me reste de raison. La nuit dernière, Soren et moi avions la charge de la première garde, patrouillant les couloirs et les pièces jusqu'à 1h30, où Moretti et Corinne prendraient le relais. Soren avait le fusil à pompe. J'étais armé de mon revolver. Nous avancions lentement, en silence, échangeant parfois quelques mots pour confirmer qu'aucun problème n'était survenu, et jetant un œil dans le dortoir où dormaient les autres. Le seul son, mis à part le vent sifflant et le grincement de l'ancien bâtiment, était le tic-tac de ma montre, dont la régularité m'apportait un certain réconfort. Et c'est alors que je l'ai entendu. Au début, je ne parvenais pas à identifier le bruit. Trop lointain, trop étouffé, presque emporté par le vent. Mais minute après minute, le son gagnait en intensité, ce qui signifiait que la chose approchait. Mon cœur s'est mis à battre plus fort et j'ai armé mon revolver, les yeux plissés pour scruter l'obscurité. Le son continuait de croître. Je me figeais. Une pensée fugace, je connais ce bruit. Je frémis en serrant le rebord de la fenêtre d'une main, l'autre tremblant légèrement alors que je pointais mon arme vers le noir. C'est là qu'une main s'est posée sur mon épaule. J'ai sursauté, me retournant pour découvrir Soren, debout à côté de moi, le fusil levé, le visage tendu. Il me regarda. « Je l'entends moi aussi. Et que... » Nous restâmes figés quelques secondes, tous deux à l'écoute, les yeux rivés vers l'extérieur. Le son s'approchait encore. Et de nouveau, cette sensation. Je le reconnaissais, sans pouvoir l'expliquer. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je chuchoté ? Il garda le silence un instant, puis son visage pâlit encore davantage. Des cris. Un nouveau silence pesant s'installa. Je priai un instant pour qu'il se trompe, mais lorsque le vent tomba, je sentis mon sang se glacer. Oui, des cris, et pas n'importe lesquels, des cris humains. J'en ai entendu pendant la guerre, des soldats hurlant, explosés par une mine, appelant à l'aide sans qu'on puisse les atteindre. Des ennemis capturés, torturés pour des informations. Mais ceux-ci les surpassaient tous. C'était comme entendre quelqu'un se faire écorcher vivant, sentant chaque incision, chaque lambeau arraché. Puis un deuxième hurlement a retenti. Il accompagnait le premier, l'épaulait, le surpassait, jusqu'à ce qu'on croie entendre les âmes damnées de l'enfer implorer la délivrance. Soren, les yeux écarquillés, se tourna vers moi. « Réveille les autres. » En quelques minutes, nous étions tous rassemblés à la fenêtre, figés dans la même terreur. Les cris semblaient en venir de l'autre côté des grandes portes. Blake plaqua une main sur sa bouche, ferma les yeux et se blottit contre moi. Je l'entourais d'un bras protecteur. Corinne avait le teint cadavérique. « Jésus, Marie et Joseph » souffla-t-il. Thalie déglutit avec peine. Mais ce fut l'expression de Moretti qui m'alarma. La reconnaissance. Il lutta pour parler, puis murmura d'une voix à peine audible. « Samir ?» Un seul mot. Nous nous tournâmes tous vers lui. Une vague d'incompréhension me traversa. Puis je vis Soren devenir livide. « Mon Dieu, c'est Samir. » Et l'autre crie, « Je reconnais ce hurlement. C'est Richter. Quand il s'est fracturé la cheville, il a hurlé exactement comme ça. C'est lui. » Une nouvelle vague d'horreur nous submergea. J'étais présent quand Richter s'était blessé, lors d'une ascension. C'était bien le même cri. Je priais Dieu pour qu'ils aient tort. Mais je savais qu'ils disaient vrai. C'était leur voix. Soudain, Thalie se tourna vers l'escalier, dégainant son arme. « Il faut les aider !» cria-t-il en courant. Soren et Moretti se précipitèrent après lui, l'exhortant à attendre. Toujours tenant Blake contre moi, je fis signe à Corin de suivre et je me lançai à leur poursuite. Vendredi 4 juillet 1952. Suite. Lorsque nous avons descendu les escaliers, nous avons trouvé Soren en train de maîtriser Thalie, son visage déformé par la rage à la lueur tremblante de la lampe au-dessus d'eux. « Lâche-moi, bon sang !» criait Thalie, tentant de frapper le colosse pour se libérer. Moretti se pencha vers lui. « Utilise ton cerveau, abruti. S'il hurle juste derrière les murs du fort, c'est pour une raison.
Cette chose, ou ces choses, veut qu'on sorte. C'est un piège. Tali donna un nouveau coup de pied, mais cette fois plus faible. « Tu n'en sais rien !» protesta-t-il. « Ils ont peut-être réussi à revenir. » Soren secoua la tête. Après ce que Liam et les autres ont vu? Non, impossible. Pas après 2 jours. Désolé, monsieur Tali, mais Alessandro a raison. Il compte sur nos émotions. C'est fait pour nous attirer dehors. Tali ferma les yeux, tournant la tête comme s'il refusait d'entendre. Mais je voyais qu'il comprenait. Les mots s'enfonçaient dans son esprit, inéluctablement. Finalement, il s'effondra lentement. Soren le relâcha, et Tali s'écroula sur le sol, ramenant ses genoux contre lui, les bras serrés autour. Dans le couloir étroit, nous sommes tous restés là, à écouter les hurlements de nos 2 amis continuer, juste de l'autre côté des murs. Puis, alors que cela devenait presque insupportable, les cris commencèrent à s'éloigner. Peu à peu, le vent les recouvrit, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien, plus aucun son. Personne ne bougea. Je regardais ma montre, il était 2h45 du matin. Je n'avais pas réalisé combien de temps l'épreuve avait duré. Finalement, Tali se releva. Il évita nos regards, puis remonta à l'étage. Corinne le suivit de près. Mais je n'aimais pas ce que je vis dans ses yeux. Un regard d'animal acculé, proche du point de rupture. Nous remontâmes tous peu après. Moretti me releva de ma garde et m'ordonna d'essayer de dormir. Mais dormir est la dernière chose possible. Pas après ce que nous venons de vivre. Blake, étrangement, a fini par se rendormir, bien que je vois à ses mouvements agités que ses rêves sont des cauchemars. Alors, j'écris. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Et je prie. Je prie pour que le soleil se lève, pour qu'il bannisse cette parcelle d'enfer que nous avons entrevue cette nuit. Une dernière chose. Ce n'est qu'en remontant que j'ai réalisé que Tarek n'était jamais venu. Je ne l'ai aperçu qu'en revenant, tapi dans l'ombre du placard, les yeux écarquillés. C'était le regard d'un homme qui sait qu'il va mourir. Le regard de quelqu'un qui a accepté sa fin. Samedi 5 juillet 1952. Quoi que soient les choses qui vivent dans ces montagnes maudites, elles ne nous laisseront pas appeler à l'aide. Aujourd'hui, Blake a réussi à réparer la radio et le télégraphe. Pendant quelques instants, l'espoir nous a envahis, fragile et tenace, comme un naufragé s'accrochant à une bouée. Nous l'entourions pendant qu'elle envoyait un appel de détresse, réglant la fréquence avec soin. Quelque chose nous a répondu, mais pas ce que nous espérions. Presque aussitôt qu'elle a relâché le bouton d'émission, un son étrange a jailli des haut-parleurs. D'abord faible, il devint rapidement plus fort, jusqu'à devenir clairement audible. C'étaient des chuchotements, des voix, des douzaines peut-être, murmurant dans une langue inconnue. Ce n'était pas de l'arabe. Je doute même que ce soit une langue humaine, peut-être jamais parlée par un être humain. Ce son me fit frissonner jusqu'à l'os. Je vis la terreur sur les visages des autres. Les murmures furent rejoints par des cris. Et je le jure, j'ai entendu Samir et Richter parmi eux, les mêmes hurlements que nous avions entendus l'autre nuit. Puis, la radio mourut. L'aiguille lumineuse s'éteignit. Blake tenta tout ce qu'elle pouvait, mais elle ne se ralluma jamais. À peine avait-elle touché au télégraphe pour taper un SOS en morse, qu'une réponse arriva. Beaucoup trop vite pour être humaine. Blake afficha un air de confusion, tira le petit papier de la machine, lut, puis ses yeux se remplirent de larmes. « Que dit-il » demanda doucement Moretti. Elle prit un instant. Avala sa salive. Aucun salut. Je suis terrifié désormais. Pas seulement pour ma vie, pour mon âme. Dimanche 6 juillet 1952. Soren a disparu. Moretti m'a réveillé peu avant l'aube, et l'expression sur son visage m'a glacé. Lui qui, depuis le début, avait gardé son sang-froid, semblait paniqué. Il m'a dit que Soren n'était pas repassé sur son chemin de patrouille, comme il l'avait toujours fait, et en allant voir, il avait trouvé le fusil posé contre un mur, près de l'un des canons. Aucune trace de lutte, aucune trace de sang,
Rien. Comme s'il avait été enlevé hors de ce monde, sans un cri, sans une trace. Il me tendit le fusil et me demanda de l'aider à sécuriser le bâtiment. Tandis que les autres se réveillaient, inquiets, nous parcourûmes les quartiers, armes en main, regards aux aguets. Nous avons découvert que la porte donnant sur la cour était toujours verrouillée de l'intérieur. Donc Soren n'était pas sorti. Ce qui signifie que c'est ici, à l'intérieur, qu'il a été pris. Chaque ombre, chaque vacillement de flamme devenait suspect. Je ne veux pas y croire, mais j'ai l'impression d'avoir vu, plusieurs fois, des mouvements rapides et silencieux au-dessus de nos têtes, dans les poutres, comme quelque chose qui nous observe, brièvement, puis disparaît. Quand le soleil s'est levé, nous avons quitté les quartiers, même si la porte était verrouillée. Aucune trace de Soren. Les portes principales étaient toujours barricadées. Nous avons fouillé l'arsenal. Rien. Nous avons rempli nos gourdes. L'eau n'est pas un souci. La nourriture, en revanche, commence à manquer. Mais je crains que la faim ne soit pas ce qui nous tuera. Samedi 6 juillet 1952, addendum. Les hurlements sont revenus, juste après la tombée de la nuit. Toujours ceux de Samir et Richter. Identiques. Mais maintenant, je reconnais les cris profonds, gutturaux de Soren. Mon Dieu, je ne veux pas mourir ici. Je refuse de finir comme eux. Dimanche 7 juillet 1952. Tarek est mort. Au réveil, tout semblait normal. Le bâtiment grinçait, comme toujours. Rien ne laissait présager ce qui avait changé. Puis, en voulant lui apporter de l'eau et de la nourriture, j'ai trouvé la porte du placard grande ouverte. Vide. La tension m'a envahi. J'ai appelé Tarek. Moretti et Tali, en patrouille, m'ont rejoint. En voyant le placard vide, nous nous sommes dispersés, appelant son nom. Moretti parlait en arabe, sans réponse. Blake et Corinne, réveillés par nos cris, nous rejoignirent. C'est alors que j'ai vu la porte principale entr'ouverte, celle des quartiers de vie. Elle oscillait doucement dans la brise, révélant le sable doré et le soleil naissant. Un frisson de terreur m'a traversé. Nous avons rapidement organisé une sortie. Moretti et moi sommes sortis, pendant que Tali refermait et verrouillait la porte derrière nous. Des empreintes. Tarek avait marché jusqu'au centre de la cour, hésité à se diriger vers l'arsenal, puis s'était tourné vers les grandes portes du fort. Le barrage de bois avait été retiré, et l'une des immenses portes était entr'ouverte. Fusil à la main, nous nous sommes approchés. Dehors, rien ne bougeait, si ce n'est le vent. Aucun son. Moretti me jeta un regard, hocha la tête et sortit. Je me sentais terriblement vulnérable. Comme lorsque nous étions partis chercher Samir et Richter, mains glacées, sueur froide. Chaque recoin d'ombre semblait cacher quelque chose. Nous avons suivi les empreintes. Et là, j'ai compris, elles menaient vers le bord de la falaise. Moretti aussi l'avait deviné. Il s'approcha lentement, posa une main sur la rambarde de bois branlante et regarda en bas. Un silence, puis il ferma les yeux. Putain de merde. Je me précipitai aux côtés de Moretti et regardai par-dessus le bord. Un vertige me saisit aussitôt, et j'eus le souffle coupé en voyant la chute vertigineuse sous mes pieds. Mais je vis immédiatement ce que Moretti avait repéré. Le corps de Tarek gisait en contrebas, les bras et les jambes tordus dans des directions impossibles. Une large tache écarlate l'entourait. Même d'ici, je pouvais dire qu'il n'avait pas atterri sur le sable, mais s'était écrasé sur l'un des rochers au pied de la falaise. L'homme avait sauté. Il avait choisi de se donner la mort. Je murmurais une prière silencieuse pour lui, suppliant Dieu d'avoir pitié pour un péché aussi terrible. Puis je regardai Moretti. Il ne fit que secouer la tête, impuissant. Tandis que nous restions là, luttant pour encaisser l'horreur, un bruit derrière nous nous fit nous retourner. Le crissement du sable, de petits cailloux qui roulent. L'instant d'après, Tarek était oublié. La sensation d'être épié revint avec une force écrasante. La terreur me foudroya, et nous pointâmes nos armes dans toutes les directions possibles. Rien ne bougeait. Et pourtant, nous savions que quelque chose nous observait, nous traquait.
Sans hésiter, nous courûmes vers le fort, y pénétrâmes à toute vitesse et refermâmes la grande porte, replaçant la barre de bois. Nous fonçâmes ensuite vers la porte des quartiers, frappant et criant pour qu'on nous ouvre. Blake apparut, le visage blême, et tira la porte sans un mot. Elle referma derrière nous et verrouilla. Avant même que nous puissions lui raconter ce que nous avions vu, elle pointa le couloir. Vous devez voir ça. Elle nous mena jusqu'au placard où Tarek s'était terré. Les autres étaient déjà là, rassemblés devant. Et c'est alors que je vis ce que je n'avais pas remarqué. Un message peint en noir sur le mur du placard. Avec une boîte de peinture noire et un pinceau scellé, laissé à l'intérieur, Tarek avait écrit quelque chose en arabe. Talay demanda à Moretti s'il pouvait le traduire. Il resta silencieux, figé, puis finit par parler, le visage fermé. Traduit librement. Il dit que la mort vaut mieux que le sort réservé à ceux qui sont pris. Il fait nuit. Le hurlement ne s'est pas fait entendre, cette fois, et c'est un soulagement. Mais tout ce à quoi je pense, alors que j'écris, c'est que quoi qu'il y ait dehors, ou dans les hauteurs du fort, ce n'est pas mon imagination. Ils nous observent, ils jouent avec nous, et ils nous éliminent, un par un. Ils ont pris nos membres les plus forts, une manœuvre stratégique, et ils ont poussé le seul d'entre nous qui savait quelque chose à se suicider, plutôt que de tomber entre leurs mains. Quelles que soient ces choses, elles ne s'arrêteront pas tant que nous ne serons pas tous morts. Lundi 8 juillet 1952. Je les ai vus. Dieu bon, doux, miséricordieux. J'aurais préféré mourir que de les voir. J'aurais voulu ne jamais avoir pris cette lampe torche quand Ali m'a réveillé pour ma garde avec Corinne. J'aurais voulu ignorer cette impulsion qui m'a poussé à regarder par la fenêtre. Mais si les vœux étaient des chevaux, cela s'est produit vers 4 heures du matin. Je venais de parler brièvement à Corinne. Je suis de plus en plus inquiet pour lui. Il a l'air à 2 doigts de sombrer dans la folie. Et avec une arme chargée, je crains qu'il ne fasse quelque chose d'irréversible. Il m'a assuré qu'il tenait encore, autant que possible dans une telle situation. Rassuré à moitié, je repris ma ronde dans les couloirs. En passant près d'une fenêtre donnant sur la cour, la sensation d'être observé monta d'un cran, m'arrachant un frisson violent. Je sortis ma torche, l'allumai et la pointai vers l'armurerie. Et je l'ai vu, il était accroupi, presque comme un félin, sur le toit de l'armurerie, ses bras et jambes enlacés autour d'une pierre pour se maintenir. Lorsque la lumière l'a touché, il a tourné la tête vers moi, puis bondi hors de ma vue. Mais j'ai eu le temps de voir. Ses yeux enfoncés, à tel point qu'on aurait cru qu'il n'en avait pas. Son nez aplati, presque effacé. Sa bouche, remplie de dents acérées, capable de déchiqueter un homme. Et ce qui pendait sur son corps squelettique, un uniforme en lambeaux, en décomposition. Je l'ai reconnu immédiatement. Le même uniforme que celui porté par le cadavre dans la cellule de l'armurerie. Un uniforme de la Légion étrangère française, datant de la Première Guerre mondiale ou des années 1930. Alors que je luttais pour comprendre, une autre silhouette passa dans le faisceau de la lampe. Et celle-là me fit presque crier, parce qu'elle portait un uniforme bien plus récent, celui que Richter portait quand il est parti avec Samir. Il est midi maintenant. J'écris ceci sans avoir encore dit à personne ce que j'ai vu. Je sais que je dois, et pourtant, je ne peux pas. Je ne peux pas leur imposer cette vérité. La vérité que Tarek connaissait probablement. Celle qui l'a poussé à préférer la mort à ce destin. Même si je sais, au fond de moi, que personne ne quittera cette montagne vivant, je ne peux pas leur ôter ce mince espoir. Ces choses, là dehors, elles sont là depuis Dieu sait quand, peut-être même avant que le fort n'existe. Mais le plus effroyable, ce n'est pas qu'elles tuent. Elles ne tuent pas, elles enlèvent, elles transforment. Elles ont fait ça aux soldats français, elles ont fait ça à l'équipe de secours, et elles ont fait ça à Samir, à Richter, à Soren. C'est pour cela que leurs cris reviennent sans cesse. Parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus humains. Leurs âmes ont été arrachées. À leur place, des démons dans des corps humains qui savent encore parler, encore piéger, encore attirer les vivants. Comme un chasseur d'oies avec un appôt.
pour attirer les proies à découvert. Tali veut utiliser l'un des pistolets lance-fusées pour tenter de signaler quelqu'un. Je n'ai pas le cœur de lui dire que même si un être humain était là-bas, il ne s'approcherait jamais de ce lieu. Il sait qu'il est maudit. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu, ayez pitié de nos âmes. Mardi 9 juillet 1952. Ce seront les derniers mots que j'écrirai de ma vie. Les autres sont tous morts. Je suis le seul survivant. La nuit tombe rapidement, et si je n'agis pas maintenant, je sais qu'ils reviendront me chercher. Alors, même si personne ne trouve jamais ce journal, je ressens le besoin de coucher par écrit comment cela s'est terminé, ne serait-ce que pour servir d'avertissement à quiconque entendra l'histoire de cet endroit maudit et aura la folie de tenter de le retrouver, à moitié courageux, à 2/3 insensé. Ce qui nous a réveillés, ce n'étaient pas les créatures de l'enfer qui rôdent dehors. C'était le bruit de cris, de hurlements incohérents. Et enfin, le tir d'une arme. Je me souviens du regard de Blake lorsqu'elle s'est réveillée, de ses yeux grands ouverts, pareils à ceux d'un faon effrayé. J'ai saisi le fusil à mes côtés, voyant Moretti dégainer son pistolet en se redressant. Sans un mot, nous avons couru dans le couloir. Quand nous avons ouvert la porte, l'horreur nous attendait. Tali était allongé sur le dos, au sol, son visage figé dans une expression de choc, ses yeux vitreux fixant éternellement le plafond. Des étincelles sortaient encore de sa bouche brûlée. Une fusée éclairante lui avait été tirée dans la gorge. L'odeur atroce de chair carbonisée empestait le couloir. Devant lui, toujours le bras tendu, se tenait Corinne. Lorsqu'il se retourna vers nous, je vis dans ses yeux que l'homme avait basculé dans la folie. Un rictus délirant figeait son visage. Ses yeux roulaient dans leurs orbites. Instantanément, Moretti et moi avons levé nos armes, mais Corinne nous a bousculés et a détalé dans les escaliers. Nous avons entendu le verrou de la porte principale être déverrouillé, et en courant à la fenêtre, nous l'avons vu traverser la cour vers l'armurerie. Il a disparu à l'intérieur, et la porte s'est claquée derrière lui. Personne ne parlait. Lorsque je me suis retourné, Blake était agenouillé devant le cadavre de Tali, secoué de sanglots. Je me suis précipité vers elle, les prise dans mes bras. Elle a pleuré contre moi. Après quelques minutes, elle s'est reculée en reniflant. Je regardais alors Moretti. Il était abasourdi, incapable de croire ce qu'il venait de voir. Puis il reprit son calme, et dans sa voix posée, je sentis une détermination glaciale. Il faut aller le chercher. Je ne savais pas pourquoi. Pourquoi vouloir poursuivre un meurtrier fou? Pour la justice ou une forme perverse de loyauté? Je ne saurais jamais. Mais je ne l'ai pas contredit. Je me suis agenouillé et retiré délicatement le pistolet des mains de Tali, sans regarder son visage. Je l'ai tendu à Blake. « Tu sais tirer ?» Elle a hoché la tête. J'ai acquiescé, puis suis retourné dans le dortoir pour prendre la sacoche contenant les cartouches du fusil. En revenant, j'ai fait un signe et nous sommes sortis. Le vent hurlait comme une banshee. Nos armes scrutaient toutes les directions. Mes yeux ne cessaient de regarder les crêtes, cherchant les démons. Mais je ne vis rien. Nous atteignîmes l'armurerie, dont la porte était déverrouillée. À l'intérieur, nous progressions lentement, appelant le nom de Corinne. Aucune réponse. Je craignais qu'il ait été enlevé lui aussi, dès qu'il eut le dos tourné. Mais plus loin, nous vîmes des signes de sa présence. Des barils de poudre éventrés, des outils renversés. Puis je vis un trou dans le sol que je n'avais jamais remarqué. À côté, quelque chose brillait. En m'approchant, je découvris un diamant, l'un des plus gros que j'ai jamais vus. Je regardai dans le trou, et je vis des bijoux, de l'or, des pièces, des pierres précieuses. Le trésor était réel. Même dans notre situation, nous échangeâmes un petit rire nerveux. Eh bien, au moins, on sait que la légende était vraie. Tali avait raison, Murmura Blake. Mais nous n'eûmes pas le temps de nous y attarder. Nous continuâmes à chercher Corinne. Mais rien. J'allais suggérer de partir. Mais je n'en eus pas le temps. Un coup de feu explosa, frôlant le visage de Moretti. Nous nous plaquâmes contre le mur. Puis une voix hurla. Reculez. J'ai trouvé le trésor. Il est à moi. À moi.
Pas à vous. Moretti risqua un regard. Il a récupéré les clés sur le cadavre du prisonnier, il s'est enfermé dans la cellule, et il a éparpillé le trésor autour de lui. Il nous regarda, et je sus ce qu'il allait dire. Qu'il aille au diable, on se casse. Nous fîmes demi-tour. À peine dehors, en traversant la cour pour regagner les quartiers, il nous attendait. Nous avions parcouru la moitié du chemin quand quelque chose tomba du ciel. Une forme floue fondit depuis la fenêtre des quartiers. Je vis Moretti lever les yeux, hurler et tenter de tirer. Il n'eut jamais le temps. La créature le percuta, l'écrasa au sol et le désarma. Elle tourna la tête vers moi et je reconnus ses yeux bleus. Soren. La chose agrippa l'épaule de Moretti et bondit, l'entraînant dans les airs, disparaissant au sommet des falaises. Le reste les suivit. Ce fut le chaos, les coups de feu, les cris. Blake et moi tirions dans toutes les directions, rechargeant en hâte, hurlant. Les bêtes hurlaient aussi, blessées mais jamais mortes. Puis, le silence. Nous étions adossés à la fontaine, haletants. Blake me versait de l'eau sur le front. J'ouvris les yeux. « Ils sont partis, » dit-elle après un moment. « Ils ne sont pas morts, mais ils ont reculé. » Et je compris pourquoi. Le soleil se couchait. Ils attendaient de la nuit. Ils reviendraient quand nous serions aveuglés. Et ils nous prendraient. Je me levai, regardai autour de moi, puis je baissai les yeux vers Blake. Elle me sourit faiblement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je ne répondis pas. Je secouai simplement la tête. Elle baissa les yeux, ferma les paupières, et avant qu'elle ne les rouvre, je levai le canon du fusil. Je trouve une forme de paix dans le fait qu'elle n'a jamais su ce qui allait arriver. Et maintenant que j'ai terminé de consigner tout cela par écrit, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je refuse de laisser ces démons transformer Blake en l'un des leurs. Même si je sais que mon âme est damnée pour l'éternité à cause du péché impardonnable que j'ai commis contre elle, c'était une miséricorde. Et c'est la même miséricorde que je vais m'accorder. Je vais suivre le même chemin que Tarek. Je vais sauter de la falaise. Je vais choisir la mort sur les rochers, plutôt que d'affronter le sort abominable qu'ont connu les autres. Car ce sort, sans le moindre doute, est pire que n'importe quelle mort imaginable. Je prie pour mon âme. Je prie pour celle de Blake. Je prie pour Tali. Et je prie même pour Corinne. J'espère que, comme le soldat avant lui, ce sera la soif ou la faim qui l'emportera, et non autre chose, s'il vous plaît. Prenez au sérieux l'avertissement contenu dans ce journal. Même s'il y a un trésor là-haut, n'essayez jamais de l'atteindre. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour en dépenser un seul maudit sou. Les créatures là-haut l'ont réclamé, ainsi que le fort. Il leur appartient. Laissez-le. Si vous tenez à votre vie, à votre humanité, à votre âme même, laissez-le. Sinon, vous connaîtrez un sort bien plus horrible que tout ce que peuvent contenir les livres les plus cauchemardesques. Et, s'il vous plaît, si vous trouvez ce journal, faites parvenir un message à ma sœur, à Maidenhead. Dites-lui que je suis désolé. Mon Dieu, pardonne-moi.